Cube Radio. Ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux Idées mènent le monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous cherchons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. La dernière campagne fédérale a été à la fois intéressante et décevante dans la perspective du nationalisme québécois. Racisme systémique, questions linguistiques, pouvoir du Québec, de nombreuses questions ont traversé la campagne. Quelles leçons en tirer sur notre situation politique? Pour en parler, je reçois Nick Payne, qui est tout à la fois animateur à Radio-VM, chroniqueur, à Cube Radio notamment, et militant indépendantiste. Nick Payne, bonjour. Bonjour, Mathieu Bock-Côté. Alors, question première que je vous pose. Jugez-vous que cette campagne est décevante d'un point de vue, le résultat de la campagne, en fait, est décevante du point de vue du nationalisme québécois? Vous venez de me décrire comme militant indépendantiste, donc d'emblée, je suis tout à fait à l'aise de vous dire que toutes les élections fédérales sont décevantes pour moi, parce que je n'y trouve jamais vraiment mon compte. Mais plus sérieusement, on comprend qu'à travers les prises de position de François Legault, qui est, si vous voulez, le nationaliste en chef du Québec, les nationalistes, les autonomistes, ceux qui espéraient pouvoir voir le Québec, en tout cas, marquer ses positions et entrevoir la promesse de gain à travers cette élection, à travers les demandes de M. Legault. Évidemment, il n'y a pas beaucoup à se mettre sous la dent, c'est certain. Alors, je dis décevant pour une raison peut-être autre. On a eu au milieu de la campagne, en fait vers la fin de la campagne, pendant le débat en anglais, une accusation en règle contre la société québécoise et plusieurs à ce moment, dans le débat en anglais, au propos de l'accusation de racisme par la modératrice du débat, et plusieurs s'attendaient à ce moment à une forme de réaction vive des Québécois qui se tourneraient vers le Bloc québécois pour témoigner de leur indignation. Manifestement, c'est pas ce qui s'est passé, ou à tout le moins, les faits étaient plus modérés que prévu. Comment interprétez-vous le fait que le grand écart entre la réaction attendue et le résultat du vote? Ah oui, bien sûr, je comprends mieux le sens de votre première question à la lumière de ces précisions. Ce n'est pas d'hier que les souverainistes et les nationalistes québécois, disons les souverainistes là, pour être plus spécifique, espèrent que ponctuellement, que des événements, des rebuffades, des refus d'Ottawa, des manifestations d'intolérance à l'endroit du Québec français ou de ses francophones ou de ses volontés d'émancipation viennent nourrir le sentiment autonomiste et indépendantiste au Québec et fassent monter la fièvre, un peu comme on l'avait vécu au début des années 90, suite à l'échec de l'accord du lac Meach. C'est comme une espèce on dirait qu'on a gardé le fantasme de cette époque formidable où nous avons failli gagner notre pari suite à un refus spectaculaire d'Ottawa. Mais justement, nous ne sommes encore et toujours, depuis que dans de petites répétitions à petite échelle de ce grand événement historique, et bien sûr, les petites poussées de fièvre qui s'ensuivent ne sont jamais ne durent jamais très longtemps et ne sont jamais très impressionnantes. Pour moi, tout ça rejoint une thèse que je développe depuis longtemps à l'effet que la quête d'autonomie et de la volonté de construire, de paver le chemin vers une nouvelle échéance référendaire ou un nouveau moment de décision vers l'indépendance par la pratique d'un certain nationalisme provincial, c'est une façon de faire les choses qui a des limites. On voit qu'au bout du compte, les Québécois, quand l'horizon n'est que provincial, reste relativement calme devant les manifestations d'intolérance venant d'Ottawa ou du reste du Canada, ou encore les échecs ou les difficultés qu'ont leurs chefs politiques à faire des gains substantiels face à Ottawa. Alors, je vous relance sur cette question. Il y a une montée en ce moment, une remontée de la question nationale dans l'espace public de différentes manières. Je vous lance différents éléments et vous me dites si pour vous, tout ça contribue à la reconstruction de la question nationale. Donc, à la fois,
la question de la laïcité, son choc avec le multiculturalisme canadien, les accusations de racisme systémique à répétition contre le Québec, l'effondrement anticipé et pas seulement anticipé du français à Montréal et à Laval, la mutation démographique du Québec qui fait en sorte que la majorité historique francophone est en train de fondre, donc politiquement et démographiquement, la tentation partitionniste des néo-rhodésiens de l'île de Montréal qui prétendent aujourd'hui, on l'entend dans la présente campagne municipale, faire de Montréal une cité-État bilingue multiculturelle détachée du Québec français. Est-ce que tous ces éléments-là ne devraient pas participer normalement à une revitalisation de la question nationale qui devrait avoir un effet sur la politique électorale, que ce soit à Québec ou à Ottawa? Ben, en tout cas, il participe d'un certain éveil, sans doute, mais nous sommes dans une situation où l'avenir, en quelque sorte, en cette matière, demeure bouché. Je reviens, vous allez trouver que j'y tiens beaucoup, mais à cette idée de nationalisme provincial tel que le conçoit François Legault et plus largement tel que le conçoivent ceux qui l'entourent, qui sont souvent d'ailleurs d'anciens souverainistes ou des souverainistes anciennement du Parti québécois en mode attente ou qui se sont dit, bon, mettons pour le moment de côté l'objectif ultime et essayons par le nationalisme de raviver la flamme. Ben, ce qui arrive dans ce contexte, c'est que comme il n'y a pas sur la table, au menu, à disposition, un recours indépendantiste crédible. L'indépendance n'est plus considérée comme une avenue possible, probable. Ben, les colères, les préoccupations des Québécois, même parmi eux ceux qui sont davantage nationalistes ou souverainistes, ne sont pas canalisées et elles se dispersent, elles s'éparpillent. Et puis ensuite, il faut bien dire que le bloc, comment dire, le bloc moteur de cette mouvance qui était autrefois coalisé dans le Parti québécois est aujourd'hui dispersé, un peu au PQ, un peu à la CAQ, un peu demeuré chez lui dans son salon et un peu à Québec solidaire. Et ce dernier facteur est important. Il y a une partie importante tout de même de ce qui fut autrefois le mouvement indépendantiste et nationaliste, c'est-à-dire les progressistes, hein, ou ceux qui se disent progressistes, sont aujourd'hui devenus un peu cette nouvelle gauche qui est encore plus réfractaire à l'idée de nation que celle d'autrefois et qui est très, très remontée contre tout ce qui ressemble aux orientations du Parti québécois et de la CAQ normalement sur des questions de laïcité. Alors, déjà, vous avez tout ce morceau-là, cette portion-là du Québec et du Québec plus souverainiste et peut-être nationaliste, ou en tout cas souverainiste, disons-le comme ça, qui refuse de monter dans le bateau lorsqu'on sent qu'un départ serait possible, vous voyez? Alors, on vous connaît, ceux qui vous lisent, comme un critique implacable de ce qu'on pourrait appeler le souverainisme officiel, auquel vous reprochez son caractère velléitaire, son impuissance, son incapacité, sa capacité à pratiquer ce que les chrétiens appelaient dans les années 70 la pédagogie de l'enfouissement. C'est-à-dire, moins on parle de notre projet, plus les gens vont avoir envie de l'accomplir, de le réaliser. Plus nous serons discrets dans nos convictions, plus elles seront brûlantes et emporteront la société. Est-ce que, pour vous, lorsqu'on voit le mouvement souverainiste actuel, est-ce que c'est le point d'aboutissement de ce souverainisme tel que vous le décriviez, c'est-à-dire un souverainisme voué à l'échec parce qu'il ne pose pas clairement la question du référendum ou du régime? Éclairez-nous. Ben oui, sans doute. En fait, ce que je dénonce depuis longtemps, moi, c'est vous avez très, très joliment fait le parallèle avec les chrétiens ou les religieux, mais oui, c'est ce souverainisme qui en est venu à se convaincre que la meilleure façon d'être indépendantiste était de l'être en privé, de l'être loin des caméras, loin des micros, ou seulement dans les assemblées partisanes lorsque vient le temps de haranguer, de motiver un peu l'électeur ou celui qui est susceptible de donner un peu d'argent au parti. Mais effectivement, nous arrivons au résultat d'un presque bientôt un quart de siècle de cet attentisme, ce réflexe d'autocensure des indépendantistes. Et à mon point de vue, ce qui se produit maintenant était assez inévitable. Bon, vous allez me dire que c'est facile
avec le recul, mais on pourra, je le dis sans modestie, retourner voir ce que j'écrivais tout ce temps-là. Puis j'avais quand même vu que on s'en allait où on est aujourd'hui, c'est-à-dire que je me répète, mais l'indépendance n'étant plus un recours, nous avons intégré l'idée de notre subordination à l'intérieur du régime canadien. Alors, l'horizon est provincial, donc on accepte jusqu'à un certain point les conditions, même si les conditions du régime, même si elles ne nous satisfont pas, et on en reste là, grosso modo. Alors, prenons le souverainisme tel qu'on le connaît depuis le dernier référendum. Vous en faites une critique implacable, mais quel est le cœur de votre critique? Qu'est-ce que vous reprochez fondamentalement au souverainisme post-référendaire, post-95? Quel est le noyau intellectuel, disons ça comme ça, de votre désaccord avec ce souverainisme? Je suis en désaccord avec une analyse des solutions, des propositions qui ont été faites et les choix qui ont été faits découlant de cette analyse. Alors, l'analyse était que soudainement, là, vers 1998, à la première vraie élection de Lucien Bouchard comme chef du Parti québécois, on en est venu dans le mouvement souverainiste à penser que les Québécois étaient irrémédiablement opposés à la tenue d'un référendum et même assez refroidis quant à la question de l'indépendance. Il était assez clair pour les souverainistes à ce moment-là que les Québécois ne voudraient pas se faire parler d'indépendance ou envisager à nouveau un moment de décision sur cette question-là. Le soir de l'élection de 1998 marque le début de cette période. Lucien Bouchard, alors que le Parti québécois venait d'obtenir un peu moins de votes que le Parti libéral, hein, il faut s'en souvenir, à peu près 27 000 ou 28 000 voix de moins. C'est donc, somme toute, à peu près l'égalité entre les deux partis, là, sur 1 700 quelques mille votes. Mais néanmoins, le Parti québécois obtient un petit peu moins de votes que le Parti libéral. Et Lucien Bouchard, l'air et le ton sombre et grave, dit je n'ai pas le mandat de faire un référendum. Les Québécois veulent passer à autre chose. Ils veulent qu'on s'occupe, alors là, je paraphrase, mais ils veulent qu'on s'occupe des vraies affaires, hein, des finances publiques, de faire le ménage et et le reste. Ce qui est paradoxal, c'est qu'à ce moment-là, Mario Dumont, lui, venait d'obtenir 430 000 votes. Donc, à eux deux, les anciens partenaires du camp du oui, à peine 3 ans auparavant, hein, en 1998, obtiennent plus de 50% des voix, 52 ou 53%. À mon point de vue, c'était une espèce de surinterprétation défaitiste de la part de M. Bouchard de dire, mais ça y est, remettons le couvercle sur la marmite, il n'y a rien à faire pour le moment. Et dès lors, M. Bouchard nous lance dans la fameuse quête des conditions dites gagnantes. Alors, il s'agissait de gouverner, de bien gouverner, de telle sorte qu'on finirait par créer les conditions favorables à la tenue d'un référendum et à une victoire référendaire. M. Bouchard, 20 ans plus tard, il y a 2 ou 3 ans, dans un article dans le journal La Presse, je crois, lorsqu'on commémorait le 20e anniversaire de cette élection-là, a répété que il considérait à ce moment-là que les Québécois voulaient passer à autre chose. Il n'était plus question de faire un référendum. Et surtout, il a insisté pour dire que une 3e défaite référendaire eût été une catastrophe. Écoutez, on peut penser que c'est vrai. Je ne suis pas de ceux qui ont qui imaginent la pire des catastrophes suite à une 3e défaite référendaire. Évidemment, personne ne la souhaite. On voit bien que les 2 premières ont été coûteuses. Mais en même temps, moi, je pense que ne rien faire a été encore pire, finalement. Et les résultats aujourd'hui sont pires que ce qu'on aurait vécu si, par exemple, on avait eu un autre référendum très serré. Là, vraiment, on est dans les hypothèses et les scénarios dont on ne sait rien, là, au fond. Mais qu'elle soit justifiée ou non, cette immense peur d'une 3e défaite référendaire, à mon point de vue, est au cœur du
du problème pour la suite des choses. Alors donc, le Parti québécois et le mouvement indépendantiste s'enferment dans ce principe de la bonne gouvernance susceptible de créer les conditions gagnantes. Ce qui est d'ailleurs une reprise, hein, c'est la reprise d'un vieux film, celui du Parti québécois des années 70 et de Claude Morin notamment, qu'on connaît comme étant le père de l'étapisme, qui avait proposé qu'on gouverne, qu'on soit un gouvernement tellement bon que au terme d'un certain nombre d'années de gouvernance, on pourrait faire un référendum et le remporter. Ce qui fut essayé d'ailleurs avec le référendum de 80 sans grand succès. Quand vous gouvernez pendant plusieurs années, et ça c'est un autre problème, vous créez de l'insatisfaction, vous exposez à toutes sortes d'éléments extérieurs et de conjonctures qui peuvent faire en sorte que vous allez perdre, que le référendum va devenir davantage un référendum sur vous et votre gouvernance que sur le sujet sur lequel vous le faites porter. D'ailleurs, des études sérieuses faites en Europe notamment le disent. Dans nos démocraties, quand vous faites un référendum, vaut mieux le faire au moment de l'élection. Plus vous attendez, plus vous risquez de voir l'objet du référendum perverti et en général, les référendums, après quelques années d'exercice du pouvoir, sont perdants. Fais la parenthèse là-dessus. Pardon, c'est un long exposé. Je vois que vous voulez me... Oui, je vous ramène au temps présent parce qu'il y a un lien entre les deux. C'est-à-dire, le Bloc québécois a commencé sa dernière campagne électorale en ne mentionnant même pas l'idée d'indépendance dans sa plateforme. Oui. Il a voulu s'aligner sur le nationalisme caquiste, comme s'il se voulait finalement, après avoir été le bras du Parti québécois à Ottawa, il se voulait désormais l'aile de la CAQ à Ottawa. Est-ce que pour vous, la défaite, à tout le moins, le résultat mitigé du Bloc est un lointain écho de cette manière de concevoir la question nationale? Oui, mais absolument. En fait, je termine mon bref exposé, puis on passe au Bloc par le fait même. Alors, donc, le Parti québécois, à ce moment-là, 1998, se met à la recherche des conditions gagnantes. Plus jamais ce parti ne sera capable par la suite de remobiliser sa base. Plus les années vont passer, plus, bien sûr, les morceaux qui constituaient la fragile coalition péquiste, dont le ciment était l'indépendance, plus ces morceaux vont se détacher. La recherche du déficit zéro va déplaire beaucoup à l'aile gauche. L'avènement beaucoup plus tard de Québec solidaire est un peu le résultat de ça. Bref, le Parti québécois perd des morceaux. L'idée de l'indépendance perd en crédibilité. Tout se délite, s'effrite peu à peu. Et le Bloc québécois, lui, doit se trouver un nouveau rôle, alors qu'il était, au début des années 90, on disait parfois la courroie de transmission à Ottawa du mouvement indépendantiste à Québec, se retrouvait un peu assis dans le vide et il a dû se réinventer et c'est à la faveur de ce slogan, hein, la défense des intérêts du Québec à Ottawa, que le Bloc a réussi à survivre tant bien que mal jusqu'à notre époque, avec des hauts et des bas. Des hauts généralement presque fortuits. Hein. Il suffit d'un événement dans une campagne électorale. On se souvient dans les années 2000 de cet obscur programme sur la culture que Stephen Harper avait voulu, dans lequel Stephen Harper avait voulu sabrer, ce qui a provoqué une espèce de soubresaut permettant au Bloc d'avoir un résultat meilleur que prévu. Par la suite, 2011, le Bloc est presque effacé de la carte électorale, mais il revient contre toute attente, mais pas non plus dans les plus hauts sommets par la suite. Et dans la présente élection, on a espéré chez les bloquistes et les souverainistes que cette question tendancieuse de la modératrice du débat anglophone, modératrice ici est un euphémisme, c'était plutôt celle qui a mis l'huile sur le feu, que cette question provoquerait une vague assez forte pour donner au Bloc 40 sièges. On est déçus parce qu'il n'en a eu que 33, je crois. Mais bon, somme toute, c'est pas un résultat si mauvais. Mais effectivement, voici un parti, le Bloc québécois, qui, autrefois souverainiste, aujourd'hui est devenu, toujours à cause, à mon point de vue, de ces mauvais choix stratégiques du mouvement souverainiste, une sorte de caution de l'unité canadienne. Le Bloc, c'est le souverainisme devenu
une composante du fédéralisme canadien, du régime. Le Bloc, ce sont les souverainistes québécois qui font des demandes à Ottawa. Le souverainisme est devenu un synonyme de nationalisme provincial, au fond. Les Canadiens n'aiment pas beaucoup voir ce contingent de souverainistes et de séparatistes à Ottawa, mais en même temps, ils ont bien vu à l'usage que ce parti ne représente aucune menace pour l'unité canadienne. Si le Bloc aidait la cause de l'indépendance pendant qu'il ne se passe rien à Québec, depuis le temps, ça se saurait. Hein? Donc, oui, pour répondre à votre question du début, le Bloc, ce que le Bloc est devenu, et par ailleurs, sa difficulté de cette espèce de crise d'identité perpétuelle dans laquelle il se trouve, sont bien sûr le résultat du renoncement souverainiste de la fin des années 90 qui a perduré là, qui a culminé à l'élection québécoise de 2018 par ailleurs. Bonjour, je suis Denis Martel et je vous invite à écouter mon balado Épilogue. C'est une série sur les moments marquants de notre histoire nationale, racontés par ceux qui l'ont vécu. Par exemple, on a les 3 leaders étudiants de l'époque qui nous ont raconté la crise étudiante de 2012. On a aussi Mario Dumont et Elisa Frula qui nous ont raconté leur propre version du référendum de 95. Avec mon collègue Benjamin Tremblay, on a voulu savoir si leur vision des événements avait changé avec le temps. Et surtout, quelles leçons les nouvelles générations pouvaient tirer de tout ça. Écoutez Épilogue sur Cube Radio et sur toutes les plateformes de balado. Alors, vous faites un portrait très sévère du souverainisme en parole, pour le dire ainsi, du souverainisme impuissant. On comprend que vous êtes le tenant d'une ligne plus parisiste sur la question de l'indépendance du Québec. Cette ligne, en ce moment, pour le dire ainsi, est assez marginale non seulement sur la scène politique québécoise, mais chez les nationalistes directement. Elle n'existe plus. Alors, c'est encore pire que la marge. Est-ce que dans ce contexte, vous voyez néanmoins, à travers ce que vous appelez le nationalisme provincial, ce qu'on appelle la question identitaire, le procès fait à l'existence même du peuple québécois, les néo-rhodésiens de Montréal, est-ce qu'il y a, et l'hostilité, le choc entre la laïcité québécoise et le régime fédéral canadien multiculturaliste, est-ce que vous voyez se dessiner une nouvelle situation porteuse pour la question nationale, ou est-ce que pour vous, nous sommes condamnés à la voir se disloquer toujours davantage? Comment dire? C'est mieux que rien, et ce n'est pas non plus surprenant ce qui se produit. C'est aussi un peu un avatar, un effet de l'effondrement du mouvement indépendantiste. Pourquoi je dis ça? Parce que à partir du moment où les séparatistes, comme on dit au Canada, ne sont plus une menace, on est moins complexé dans sa critique du Québec. Et là, le visage le plus laid du colonialisme canadien se manifeste. On l'a vu, j'y reviens au débat électoral en anglais là, à travers cette question de la modératrice anglophone. Et donc, par conséquent, on s'aperçoit que le risque est moins grand que la colère des Québécois soit canalisée dans quelque chose qui pourrait ressembler à l'indépendance, et par conséquent, on se gêne moins qu'avant. Mais donc, c'est un peu l'œuf ou la poule. Est-ce que ces manifestations d'intolérance et j'allais dire, d'incompatibilité provenant du Canada à l'endroit du Québec sont porteuses d'avenir, ou sont-elles au contraire l'indication de ce que nous sommes plus faibles que jamais? Je ne saurais dire, mais à mon point de vue, si nous voulons vraiment canaliser, utiliser tout ça à bon escient, d'un point de vue indépendantiste, s'entend, il faut qu'il y ait un recours indépendantiste sérieux à portée de main pour les Québécois, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et dire ceci n'est pas faire injure à Paul Saint-Pierre Plamondon et au Parti québécois. Je comprends toute la bonne volonté de ces gens-là, mais ils sont aujourd'hui dans un parti marginal, dans l'opposition. C'est déjà difficile dans l'opposition. Il faudra voir ce qui leur arrivera aux prochaines élections, mais pour le moment, ils sont un peu mal pris, évidemment. Il faudrait que cette initiative
souverainistes viennent de François Legault à toute fin pratique. Ça n'arrivera pas, évidemment, mais il faudrait quelque chose comme ça. Vous voyez, donc, pour répondre à votre question, j'ai un peu de difficulté à être aussi optimiste que certains le sont. Je pense qu'il va falloir trouver un moyen de convertir tout ça en une démarche indépendantiste, sans quoi c'est toujours le même phénomène qui se produit. Lorsque l'horizon est strictement provincial, les Québécois peuvent avoir des poussées de prise de conscience nationale, mais elles sont rapidement récupérées par le régime. Le vote pour le Bloc québécois est un peu témoin de ce phénomène. On se fâche contre la modératrice du débat, on vote pour le Bloc, la colère est ainsi canalisée comme il se doit à l'intérieur du régime. Le Bloc est devenu une sorte de paratonnerre, et puis on retourne se coucher chez soi, puis ne se passe pas grand-chose par la suite. Et d'un épisode comme celui-là à l'autre, nous continuons de décliner. Je regrette d'être aussi pessimiste, mais vous m'avez posé la question, je vous réponds. Oui, justement, et revenons sur la tension Canada-Québec aujourd'hui. Alors, on a tous connu, à tout le moins à travers des conversations avec nos parents et nos grands-parents, la figure classique de la vieille Anglaise de chez Eton, ou la grosse Anglaise de chez Eton qui était méprisante envers les Québécois, qui les regardait de haut et ainsi de suite. Est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, et je fais référence ici au débat encore une fois, ce personnage s'est réincarné, mais à travers des catégories proposées par le multiculturalisme canadien. Est-ce que, par exemple, un des candidats à la mairie en ce moment, dont le nom m'échappe quand je veux le dire... Oui, c'est Balarama Holness. Voilà. Oui, oui. Est-ce qu'il ne reprend pas ce discours à l'endroit des Québécois francophones, des Québécois dans le langage diversitaire, mais est-ce que c'est pas la même attitude existentielle envers les Québécois qui se manifeste? Ah, vous avez raison. Ce vieux donc une discours forme de colonial. racisme qui se réinvente en antiracisme quand vient le temps de parler des Québécois. Ah oui, absolument. Et le régime est habile. Il est presque intrinsèquement. Ça ne se fait même pas par des décisions conscientes. Ça se passe par la démographie. Alors aujourd'hui, ce qu'on appelle la diversité, les membres de cette diversité sont mis à profit pour mieux compléter le travail de l'Empire à l'endroit du Québec, en quelque sorte. Alors, Balarama Holness, ce candidat à la mairie de Montréal, qui obtient aujourd'hui près de 10% dans les études d'opinion, c'est considérable quand vous y pensez. Ce candidat, dont la page Facebook est principalement anglophone, qui réclame pour Montréal un statut de ville-État bilingue, des services bilingues, et vous voyez, et le reste... D'ailleurs, entre vous et moi, c'est déjà le cas de toute façon, mais M. Holness veut officialiser, concrétiser ce statut bilingue pour Montréal et faire de Montréal en quelque sorte une province à l'intérieur de la province ou un pays dans le pays. M. Holness illustre très bien de quelle façon le culte de la diversité et du multiculturalisme sert ici à continuer de marginaliser les Franco-Québécois, le Québec francophone ou les Canadiens français du Québec, pour être un peu Elvis Grattonien. Alors oui, la démarche se poursuit et elle s'incarne désormais à travers le visage de la diversité. Imaginons qu'elle ne soit pas désespérée pour vous. C'est-à-dire, on voit la situation en ce moment. Vous évoquiez plutôt la possibilité que François Legault, enfin, les indépendantistes ont échoué, mais si François Legault se convertissait de nouveau au souverainisme, peut-être y aurait-il une possibilité qu'on ne trouve pas en ce moment. Est-ce que vous envisagez la possibilité qu'une crise de régime, vous l'avez laissé de côté un peu cette hypothèse tantôt, mais je vous relance. Une crise de régime, donc autour de la loi 21, par exemple, et avec au même moment une prise de conscience vive de l'effondrement linguistique et démographique de la majorité francophone, est-ce que vous croyez que cette crise de régime avec un retour à l'indépendance de ceux qui y ont déjà cru mais qui l'ont laissé de côté, c'est un scénario possible ou pour vous c'est un fantasme compensatoire de souverainisme vaincu? Non, ça peut être les deux. Il faudra quelque chose de fort. Pour répondre à votre question, non, je ne perds pas. Je pense que oui, un retour de l'indépendance est possible. À la faveur de quoi exactement, je ne le sais pas. Je pense que nous ne faisons pas ce qu'il faut en ce moment pour que ça se produise, mais les circonstances peuvent sans doute travailler
à la place des indépendantistes et amener un contexte qui serait favorable à un retour de cette idée. Quand je parlais de François Legault, c'était une façon de dire qu'il faut absolument des leaders forts. Et ce sont souvent les circonstances d'histoire qui font ces personnages. Vous pouvez avoir le meilleur de tous, mais qui reste relativement méconnu dans son sous-sol. Ça pourrait être, à tout prendre, le cas de Paul Saint-Pierre Plamondon aujourd'hui, qui pourrait être un jour un excellent leader souverainiste, mais qui est aujourd'hui un peu méconnu et qui ne bénéficie pas d'un contexte, d'un concours de circonstances lui permettant vraiment de s'élever et de devenir le grand leader dont une cause comme celle-là a besoin. Le deviendra-t-il un jour? Je n'en ai pas la moindre idée. Donc, je parlais de François Legault parce qu'à mon point de vue, c'est un bon exemple de quelqu'un qu'on sous-estimait d'une certaine façon. Hein. François Legault, avant sa prise de pouvoir, personne n'aurait pu imaginer la puissance de son adéquation, sa grande connivence avec les Québécois. Monsieur Legault vit une espèce de lune de miel comme on n'en avait pas vu depuis des décennies en politique québécoise. Et donc, les personnes, les leaders vont être très importants à mon point de vue dans la suite des choses. Après, il faudra des circonstances exceptionnelles. Est-ce que la loi 21, par exemple, est de nature à nous y amener? Je n'en suis pas sûr du tout. Je pense que il faut un choc. Ici, dans le cas de la loi 21, nous sommes devant une espèce de lancinante remise en question, le supplice de la goutte en quelque sorte, mais il y a pas à travers ça le point de rupture où tout le monde se soulève et se fâche d'un coup. Vous voyez? Alors, je pense qu'il faudra être patient, travailler à partir de la base en attendant, en quelque sorte, une éclaircie dans le contexte politique. Vous attendez une éclaircie, vous attendez un changement de paradigme en quelque sorte. Mais la réalité... Je me trouve drôle moi-même d'employer l'idée de l'attente parce que je dénonce les attentistes, mais ce que je dis, c'est que il faut que le recours indépendantiste soit prêt, qu'il soit au menu, qu'il soit sur la table, et ensuite, il faut aussi un peu d'aide des circonstances quand même. Oui, alors, mais là, vous parlez des circonstances, mais j'ai l'impression, vous qui critiquez les souverainistes qui s'imaginent vivre toujours dans les années 90, j'ai l'impression que vous y vivez aussi. C'est-à-dire que la situation démographique est telle, on voit que l'ensemble de Montréal et Laval sont devenus une extension politique du West Island. La mutation démographique du Québec est à ce point accélérée qu'un verrou démographique est en train de se poser sur l'avenir politique et constitutionnel du Québec. Pour vous, le Québec peut... espérer dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, voir ressurgir l'idée d'indépendance? Ou est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'échéance démographique inévitable qui nous condamnera un jour à l'acadianisation? Ah non, non, de ce point de vue, il est urgent que quelque chose se produise. Vous avez raison, la démographie est un problème majeur, vastement sous-estimé par ce qui reste du mouvement indépendantiste, mais aussi par les nationalistes comme François Legault à ce jour. Vous avez raison, et là-dessus, je n'ai pas de réponse plus géniale que celle de vous dire que ça presse. Mais ce que je voulais dire au fond, c'est que si on veut provoquer les circonstances, il faut qu'il y ait une offre indépendantiste sur la table. On parle beaucoup du contexte du début des années 90. J'ai souri quand vous m'avez accusé d'être dans les années 90 parce qu'à mon point de vue, c'est le problème principal des souverainistes, c'est de s'imaginer que le contexte des années 90 peut se reproduire et qu'il peut se reproduire pendant qu'on attend tranquillement en faisant de la gouvernance provinciale. Ben non, justement, c'est que Jacques Parizeau, à l'époque, et sa volonté indubitable de procéder dans le dossier de l'indépendance, ont été un facteur déterminant dans l'édification du contexte favorable à l'époque. Si Brian Mulroney et Robert Bourassa se sont tant empressés d'essayer de régler le problème du Québec et de la Constitution canadienne, c'était bien parce que les souverainistes étaient menaçants d'une certaine façon. C'était parce que Jacques Parizeau pesait sur l'échiquier politique, même si à l'époque, il était dans l'opposition. Aujourd'hui,
ce facteur-là n'existe plus. Le régime ne se sent pas du tout tenu de corriger les injustices d'autrefois et de faire réintégrer, de faire en sorte que le Québec réintègre la Constitution canadienne dans l'honneur et dans l'enthousiasme. Vous vous souvenez de la formule de Mulroney dans le discours écrit par Lucien Bouchard. Alors, aujourd'hui, en l'absence de ça, les choses ne bougent pas. C'est ce que j'essaie de dire au fond, c'est que oui, il faudra des circonstances exceptionnelles, mais on peut très certainement participer à les faire advenir. Mais à mon point de vue, il faut faire plus que du nationalisme provincial. Il faut être sérieux dans notre quête d'indépendance. Il faut que le nationalisme s'accompagne d'un objectif indépendantiste. Le nationalisme sans cet élément-là, à mon point de vue, participe plutôt de la poursuite de notre rabougrissement à l'intérieur du Canada. Le nationalisme provincial consiste à gérer notre décroissance, la tête plus ou moins haute en quelque sorte. Oui, nous acceptons de disparaître, mais attention, on ne nous marchera pas sur les pieds trop souvent. Vous voyez, à mon point de vue, il y a un point de rupture, là. Il y a une différence importante entre le simple nationalisme et le nationalisme qui se aboutit dans une volonté d'indépendance. C'est ce qui nous fait défaut à l'heure actuelle. Alors, parlons-en de cette option. Que voudrait dire un indépendantisme affirmé selon vous? Puisque vous en avez une idée assez précise. Vous avez déjà été candidat à la chefferie d'Option nationale au temps où ce parti existait. Donc, manifestement, vous avez une idée de ce que vous feriez si vous étiez en position de décider. Que serait cet indépendantisme résolu, selon vous, si vous pouviez le porter, qui manque dans le paysage politique québécois? Ah ben c'est tellement simple que j'en suis presque gêné, mais il me semble... Et à mon point de vue, ça montre à quel point on marche sur la tête dans le mouvement indépendantiste depuis les années dont je parlais tout à l'heure. C'est un indépendantisme cohérent, c'est un indépendantisme qui cherche à faire l'indépendance. Alors, c'est quelqu'un qui... ça pourrait être François Legault, qui était au Parti québécois il n'y a pas si longtemps, qui se présente en campagne électorale et qui dit... exactement ce qu'il dit aujourd'hui, mais qui va au bout de sa logique et qui dit, par conséquent, je tâcherai de réaliser l'indépendance du Québec. Mais alors, qu'est-ce que vous reprochez à Paul Saint-Pierre Plamondon? C'est ce qu'il fait, non? Ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Paul Saint-Pierre Plamondon fait tout ce qu'il faut, mais il est dans un parti qui a trois crevaisons sur 4 pneus aujourd'hui. C'est compliqué pour le Parti québécois. La tendance lourde pointe vers sa disparition. C'est un parti qui s'est discrédité de louvoiement, en atermoiement, en modulation sur sa raison d'être. Ce n'est pas rien. Et donc, la question qui se pose pour le Parti québécois, c'est est-ce que la marque est récupérable? Probablement qu'elle l'est, je n'en sais rien, mais à cause de ça, Paul Saint-Pierre Plamondon est mal pris. En plus, bon, il n'est pas très connu. Ce n'est pas comme... René Lévesque, une ancienne vedette de la télévision et ministre de gouvernement important, presque historique. Ce n'est pas non plus Jacques Parizeau, un ancien grand commis de l'État qui participe à la nationalisation de l'électricité. C'est seulement Paul Saint-Pierre Plamondon. Et il n'a peut-être pas les épaules et le profil politique pour à lui seul sortir le mouvement indépendantiste de la marge. C'est pour ça que je dis qu'il y a tout de même une part de difficulté là, dans le retour, dans la mise de l'avant d'une proposition indépendantiste. Elle est de taille. C'est qu'il faut trouver de nouveaux porteurs ou en tout cas réparer ce qu'on a abîmé pendant 25 ans. C'est compliqué quand même. J'ai pas une réponse très claire à vous donner là-dessus. C'est pour ça que je donnais l'exemple de François Legault. Mais dans l'absolu, vous avez raison, Paul Saint-Pierre Plamondon est un indépendantiste cohérent. C'est pas compliqué. Nous allons en élection sur cette question. Nous tirons les conclusions de la réflexion nationaliste des dernières années en disant, par conséquent, parce que le Québec, parce que la nation québécoise n'arrive pas à tirer les marrons du feu dans l'ensemble canadien, il faut en sortir et faire un pays souverain. Mais il y a un autre problème dont j'ai oublié de parler pour Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est qu'il est dans un parti, il est entouré de gens qui ont, jusqu'à récemment, fièrement
fait campagne électorale en faveur de la position contraire. Je ne suis pas du tout certain que M. Saint-Pierre Plamondon bénéficie d'un appui très, très solide autour de lui dans le Parti québécois. Dernière question, une brève dernière question avec une brève dernière réponse. On comprend votre politique pour le Parti québécois ou tout le moins pour les souverainistes à Québec. Pour Ottawa, hein, on revient à la campagne fédérale, dans la mesure où un parti indépendantiste à Ottawa ne peut pas proposer de faire l'indépendance, c'est assez compliqué, à moins de s'emparer du ministère de l'Armée ou j'en sais rien, ce qui me semble assez quelque peu improbable. On n'a pas pensé. Donc, oui. Quelle possibilité voyez-vous, au-delà de cette hypothèse d'Oufoque et pour montrer l'absurdité du propos, quelle politique proposez-vous pour des indépendantistes à Ottawa? J'aurais envie de dire, fermez tout ça et venez travailler à Québec, là où c'est urgent de faire quelque chose. Mais donc plus de partis indépendantistes à Ottawa, plus de partis nationalistes québécois à Ottawa. Alors non, justement, la réponse est dans votre question. Un parti nationaliste, certainement. D'ailleurs, vous vous souvenez, lors du triste épisode de Martine Ouellette, la quasi-entièreté du caucus bloquiste avait démissionné pour fonder un parti formellement fédéraliste, hein, ou non souverainiste. Ben, il y a suffisamment de nationalistes non souverainistes au Bloc pour maintenir une présence nationaliste ou affirmationniste ou autonomiste québécoise à Ottawa. Ce que je veux dire, moi, c'est que il faudrait cesser de compter là-dessus sur le Bloc comme fer de lance, en quelque sorte, du mouvement indépendantiste, ou même comme outil indépendantiste. Donc, le Bloc n'avait pas tort, finalement, de ne pas mentionner l'indépendance dans sa plateforme. Paradoxalement, non, il n'avait pas complètement tort. Ce qui me fatigue, moi, dans le cas du Bloc, c'est qu'on continue de prétendre qu'il s'agit du seul vote possible pour des souverainistes et que si on ne vote pas pour le Bloc, on est un souverainiste incohérent. Non, de mon point de vue, le Bloc, aujourd'hui, est un couteau à deux tranchants. C'est un parti qui à la fois peut effectivement défendre les intérêts du Québec à Ottawa en pesant dans le jeu électoral et en créant une sorte de surenchère en faveur des positions du Québec, bien sûr. Mais par contre, c'est aussi un parti qui canalise, à mon point de vue, à mauvais escient, les velléités autonomistes et indépendantistes du Québec. Il les normalise, il les endort à l'intérieur du régime canadien. Le Bloc devient utile à la cause de l'indépendance s'il y a à Québec une démarche indépendantiste. Là, c'est autre chose, mais à partir du moment où le gouvernement du Québec est fédéraliste et que, ma foi, l'option d'indépendance est complètement sortie des écrans radars, le Bloc devient une sorte de caution du système. Alors, oui, à un parti qui défend tant bien que mal le Québec à Ottawa, mais en même temps, miser là-dessus pour l'indépendance, non. Alors, sur ce propos qui se veut lucide et qui n'est pas sans ambiguïté, Nick Payne, je vous remercie pour votre passage aux Idées mènent le monde. Non, c'est pas des ambiguïtés, ce sont des nuances. Oui, bon, je maintiens le terme ambiguïté néanmoins. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci pour votre passage. C'est vous le boss. OK. Au plaisir. Chers auditeurs des Idées mènent le monde, vous pouvez partager les épisodes que vous aimez sur vos réseaux sociaux. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire découvrir le balado. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série au plus grand nombre. D'ailleurs, merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez aussi me suivre à la Joute sur LCN, ainsi qu'à l'émission de Richard Martineau à Cube Radio. Recherche et animation. Moi-même, Mathieu Bock-Côté. Montage et réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production de Cube Radio.